Dans un village niché entre les collines rouges et les champs dorés, l'honneur n'est pas qu'un principe, c'est une loi plus forte que le sang. Ici, chaque pas d'une femme est observé, chaque silence est une attente, chaque regard une surveillance. C'est dans cet univers que grandit Lalia, jeune femme digne, douce et droite, élevée pour devenir une épouse exemplaire, un pilier de respectabilité. Depuis l'enfance, son cœur appartient à Malik, un homme qu'elle croit sincère, son ami, son amour, son avenir. Leur mariage, célébré par tout le village, est attendu comme le symbole d'une paix ancienne restaurée, d'une union bénie par les ancêtres. Mais à la veille de la cérémonie, une vérité éclate avec la violence d'un feu souterrain. Malik l'a trahi, avec sa propre mère. Brisée mais debout, Lalia se retrouve face à un choix que d'autres femmes n'ont jamais osé faire. Parler ou se taire, fuir ou résister, s'effondrer ou se reconstruire. Ce récit en 7 actes retrace le chemin d'une femme qui refuse d'être réduite au silence. Une femme qui, dans un monde qui exige qu'elle endure, choisira de s'élever. Et de faire entendre sa voix. Le soleil se leva doucement sur le village de Ngor, étalant sa lumière dorée sur les toits de chaume et les chemins de latérite. Dans l'air flottaient les arômes mêlés de savon noir, de mil grillé et de fleurs d'hibiscus. Ce jour-là, tout respirait la promesse. La promesse d'une union, d'un avenir, d'un rêve qui se concrétise. C'était le jour où Lalia s'apprêtait à devenir l'épouse de Malik. Dans la case familiale, Lalia se tenait devant un miroir de bois usé, habillée d'un pagne indigo rehaussé de broderies dorées. Sa tante Maïmouna coiffait ses tresses avec soin, y glissant de fines perles blanches. Son reflet la renvoyait une image à la fois familière et nouvelle. Une femme en devenir. Aujourd'hui, tu ne portes pas seulement ton nom, ma fille, murmura Maïmouna. Tu portes celui de 2 familles qui ont enfin choisi la paix. Lalia hocha doucement la tête. Elle avait grandi avec les histoires de la querelle entre les siens et ceux de Malik, une vieille rancune née d'un héritage, nourrie par l'orgueil, transmise comme un héritage maudit. Mais leur amour avait changé cela. Leur union, bénie par les anciens, symbolisait la réconciliation. Elle pensa à Malik, à ses mains solides, à son rire franc, à ses yeux toujours droits. Depuis qu'ils étaient enfants, ils se retrouvaient près du grand baobab, échangeant secrets et promesses d'avenir. Il lui avait promis de bâtir une maison blanche avec un toit en tôle verte, de planter un manguier juste pour elle. Elle avait cru à chacun de ces mots. Le village, ce matin-là, vibrait d'une excitation retenue. Les femmes préparaient le festin, sauce d'arachide, riz parfumé, igname frit. Les hommes montaient le dais nuptial sur la place centrale. Les griots répétaient les chants de louanges. On riait, on chantait, on bénissait l'union à venir. Mais dans la case, derrière le calme apparent, Amama, la mère de Lalia, observait tout avec un silence pesant. Belle et digne, ses traits marqués par les années, elle regardait sa fille avec une émotion contenue. Elle aurait dû être comblée, mais ses yeux trahissaient une tempête. Tu sais, Lalia, dit-elle doucement, sans la regarder. L'amour, c'est plus compliqué que les contes qu'on raconte. Lalia fronça les sourcils. Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui? Amama haussa les épaules. Parce qu'un jour, tu comprendras que même ceux qu'on aime peuvent nous blesser. Et qu'on peut blesser, même sans vouloir. Lalia détourna le regard, troublée. Pourquoi sa mère parlait-elle ainsi, aujourd'hui, alors que tout devait être joie? Elle essaya de chasser cette gêne en rejoignant les autres femmes dehors. Les félicitations, les chants, les promesses de bénédiction la ramenaient à la surface de son bonheur. Mais au fond d'elle, une graine d'inquiétude venait d'être plantée. Plus tard, à l'heure où le soleil se couche sur les collines rouges, Lalia retrouva Malik au bord du fleuve, comme ils en avaient l'habitude. Il l'attendait, vêtu d'une tunique blanche immaculée, les pieds nus dans le sable. « Demain, tu seras mienne, dit-il en lui tendant la main. « Et toi, le mien, répondit-elle avec tendresse. Ils s'assirent côte à côte, regardant l'eau danser sous les derniers rayons. Un silence paisible s'installa entre eux. Puis Lalia murmura, « Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Ne me mens jamais, même si la vérité fait mal. » Il sourit, sans détourner le regard. « Je te le jure. » Elle s'accrocha à cette promesse, comme on s'accroche à une branche au-dessus du vide. Ce moment, elle voulait le graver à jamais. Une veille de mariage, un fleuve calme, 2 cœurs unis. Mais elle ne savait pas encore que ce fleuve charriait déjà les premières larmes de sa chute. Et qu'à quelques pas de là, dans la case où elle avait grandi, les murs gardaient le secret qui briserait sa vie. La lune s'éleva lentement au-dessus de Ngor, pleine et blanche, éclaboussant les toits de sa lumière froide. C'était la veille du mariage, et le village baignait dans une étrange tranquillité. Les tambours s'étaient tus, les femmes dormaient, les enfants rêvaient. Mais Lalia, elle, ne trouvait pas le sommeil. Allongée sur sa natte, les yeux ouverts dans l'obscurité, elle sentait son cœur battre plus vite que d'habitude. Un malaise diffus flottait dans son esprit. Elle aurait dû être paisible, remplie de joie. Et pourtant, quelque chose l'angoissait, sans qu'elle puisse l'expliquer. Puis elle l'entendit.
Un murmure, étouffé, venu de la case voisine. Elle se redressa lentement, tendit l'oreille. La voix de sa mère. Puis une autre voix, grave, connue. Le souffle de Lalia se coupa. C'était Malik. À cette heure, dans la case de sa mère? En secret? Elle se leva sans bruit, pieds nus sur le sol froid, et s'approcha du mur de banco. Le cœur au bord des lèvres, elle colla doucement son oreille contre la paroi. Les mots lui parvenaient en bribes, déformés par la terre sèche. Ce n'était qu'une fois, on ne peut pas lui dire. Elle ne doit jamais savoir. Lalia recula brusquement. Un vertige la saisit. Elle s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Son souffle devint court, sa gorge serrée. Chaque mot, chaque soupir entendu confirmait ce que son esprit refusait d'admettre. Elle ne pleura pas, pas encore. L'incrédulité, d'abord, formait une barrière entre elle et la douleur. Elle retourna lentement dans sa chambre, se coucha sans bruit, et fixa de nouveau le plafond. Mais cette fois, le silence n'avait plus rien de paisible. Il était coupant, cruel. Le lendemain matin, le village s'éveilla comme un corps encore endormi. Les femmes reprenaient les préparatifs, les hommes ajustaient les décorations, les griots accordaient leurs instruments. Tous ignoraient que pour Lalia, le mariage était déjà fini. Elle fit semblant, elle sourit, elle marcha, salua, accepta les bénédictions avec une grâce figée. Mais au fond d'elle, une rage froide grandissait. Pas une colère qui hurle, une colère qui observe, qui note, qui attend. Elle retrouva sa meilleure amie, Fatou, près du puits. Je crois que quelque chose s'est passé entre Malik et ma mère, murmura-t-elle. Fatou la fixa, les yeux agrandis. Tu es sûre? Lalia hocha la tête. Je les ai entendus. Ils parlaient de moi, de quelque chose qu'ils m'ont caché. Fatou resta silencieuse un instant, puis dit, laisse-moi poser des questions. Discrètement. Quelques heures plus tard, Fatou revint, les traits tirés. Elle avait tout appris d'une servante d'Amama, en échange d'un savon et d'un regard complice. C'est vrai, Lalia, il y a eu quelque chose. Pas longtemps, mais c'était récent. Les mots tombèrent comme des pierres dans le ventre de Lalia. Elle s'écarta, marcha sans but à travers les ruelles. Les chants des femmes, les rires des enfants, tout lui paraissait lointain, irréel. Elle s'assit enfin au pied du vieux baobab, là où Malik lui avait promis un avenir. Ses mains tremblaient, elle ferma les yeux, et elle sut. Son mariage était une illusion. Mais elle ne se laisserait pas réduire à une victime. Elle allait parler. Le lendemain, l'air avait changé. Invisible, mais plus lourd. Comme si le village lui-même retenait son souffle. Lalia, elle, avançait au milieu de cette journée comme une étrangère dans sa propre vie. Elle entendait les félicitations, les chants de bénédiction, les tambours qui appelaient la joie, mais tout sonnait creux. Son monde, celui qu'elle croyait solide, venait de s'effondrer. Elle n'avait pas dormi, pas pleuré. La douleur n'était pas encore liquide, elle était pierre. Et cette pierre, elle la portait dans sa poitrine, comme un fardeau que personne ne voyait. Fatou l'observait à distance. Elle avait voulu lui parler, l'empêcher d'agir sous la colère. Mais rien dans le regard de Lalia ne laissait place à l'hésitation. Elle n'était pas une femme blessée. Elle était une femme qui avait choisi. Alors Lalia marcha jusqu'à la maison de Malik. Le village semblait se figer à chacun de ses pas. Quelques femmes cessèrent de tresser. Un vieil homme tout sauta, mal à l'aise. Tous sentaient que quelque chose allait se produire. Malik apparut sur le seuil, surpris de la voir si tôt, vêtue simplement, les cheveux encore humides. Il sourit. « Tu es venu me voir avant la cérémonie ?» Elle s'arrêta à 3 pas de lui. « J'ai entendu. » 3 mots. Calme, implacable. Le sourire de Malik s'effaça. Son visage se vida de couleur. « Lalia, Elle le coupa d'un geste. « Je ne veux pas d'explication. Je veux la vérité. Toute. » Il hésita, puis baissa les yeux. « C'est arrivé. Une fois. Peut-être 2. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais perdue. Elle était là. » Il ne prononça pas le mot « ta mère ». Il n'osa pas. Lalia recula d'un pas. Elle sentit ses jambes trembler, mais resta droite. Elle avait besoin d'entendre. Pas pour comprendre, mais pour confirmer ce qu'elle savait déjà. Il avait trahi. Et ce qu'il avait brisé ne pourrait jamais être réparé. Tu étais censé m'aimer, et tu m'as volé quelque chose que je ne pourrai jamais reprendre. Il tendit la main. Je t'aime, Lalia, je le jure. Elle le regarda, les yeux secs, la voix basse. Alors ton amour ne vaut rien. Elle tourna le dos et s'éloigna, laissant derrière elle un homme figé, incapable de suivre. Ce soir-là, elle prit une décision que peu de femmes osaient. Elle alla au cercle des anciens. Les sages, assis sous l'arbre sacré, la regardèrent s'avancer, surprise peinte sur leur visage. Une fiancée, à la veille de son mariage, n'avait rien à faire là. Lalia se posta au centre du cercle. Je ne me marie plus. Je refuse d'unir ma vie à la trahison. Les murmures s'élevèrent. Baba Adama leva la main. Explique-toi, enfant. Alors, sans trembler, Lalia raconta tout. Le secret, les voix dans la nuit. La vérité, elle nomma les choses sans honte. Elle brisa le silence avec la netteté d'un couteau. Quand elle eut terminé, un silence profond tomba. Les anciens, d'abord déroutés, finirent par hocher la tête.
Même eux ne pouvaient nier son courage. Tu es libre, Lalia, dit Baba Adama. Et ta voix, désormais, sera entendue. Ce soir-là, dans sa case, Lalia retira le panier nuptial. Elle le replia avec soin, comme on enterre un rêve. Mais dans ses yeux, une autre lumière brillait. Elle n'avait plus de fiancé, plus de mariage, mais elle avait sa voix. Et pour la première fois, elle comprit qu'elle ne serait plus jamais la même. Au lever du jour, le village tout entier semblait retenir son souffle. Ce matin-là, les tambours ne résonnaient plus. Les rires des enfants s'étaient tus. La place centrale, jadis pleine de vie et de promesses, était vide. Le dais nuptial, toujours debout, paraissait absurde, une relique d'un rêve qui s'était effondré. Lalia n'était plus la fiancée souriante. Elle était devenue un murmure brûlant dans chaque bouche, un nom que l'on chuchotait entre deux silences. Elle a parlé, devant les anciens, elle a osé nommer sa propre mère. Et elle a refusé le mariage. Publiquement, la rumeur s'était propagée comme le feu dans les herbes sèches. Chacun avait sa version. Certains la voyaient comme une rebelle orgueilleuse, d'autres comme une femme courageuse. Mais tous savaient qu'un tabou avait été brisé. Dans sa case, Amama restait enfermée. Elle ne répondait plus aux appels, ne sortait plus chercher de l'eau. Elle, qui avait toujours tenu à son image, vivait désormais cachée sous le poids de la honte. Elle n'essayait pas de se défendre. Peut-être parce qu'elle savait qu'il n'y avait rien à dire. Seulement à porter. Lalia, elle, ne se cachait pas. Elle sortait chaque matin, saluait les anciens, aidait les femmes à trier le mil, marchait le dos droit. Mais son silence était devenu sa plus puissante déclaration. Elle ne cherchait pas la pitié. Elle exigeait le respect. Malgré tout, la solitude pesait. Même Fatou, son ami fidèle, gardait désormais ses distances. Pas par trahison, mais par peur. Dans ce village, une femme qui parle trop fort devient vite contagieuse. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à se rendre au marché, Lalia fut arrêtée par un vieillard qu'elle ne connaissait que de nom, oncle Daouda. « Tu as fait ce que les hommes n'ont jamais osé faire ici, dit-il, en s'appuyant sur son bâton. Tu as dit la vérité. Et la vérité, ma fille, ça éclaire, mais ça brûle aussi. » Elle inclina légèrement la tête. C'était la première reconnaissance sincère qu'elle recevait. Mais le village, lui, ne lui pardonnait pas si facilement. Les femmes cessèrent de l'inviter à tisser avec elles. Les hommes la saluaient à peine. Les jeunes filles l'observaient, fascinées mais méfiantes. Lalia était devenue un symbole vivant, et les symboles dérangent. Un matin, Baba Adama la fit appeler. Elle entra dans la case du patriarche, où l'encens brûlait doucement. « Certains pensent que ton silence serait plus utile que ta voix, dit-il sans détour. D'autres croient que tu devrais quitter le village un moment. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Et vous ?» Il hésita, puis soupira. « Je crois que ton courage fait peur. Mais je crois aussi que ce village a besoin de peur pour se réveiller. » Lalia se leva. « Alors laissez-moi continuer, même si je dérange. » Ce jour-là, elle marcha jusqu'à l'arbre à palabres. Elle s'y assit, seule. Mais bientôt, une jeune fille s'approcha. Puis une autre, puis deux adolescentes. Elle ne disait rien, mais elles s'assirent, en silence, à ses côtés. Lalia comprit alors que même dans le rejet, une graine avait été semée. L'éclat du scandale n'avait pas terni son nom. Il l'avait rendu inoubliable. Les jours passaient, mais dans le cœur de Ngor, la blessure restait vive. Ce qui devait être une union bénie était devenu une cicatrice collective. Et au centre de cette fissure, il y avait Lalia. Ce n'était pas la trahison qu'on lui reprochait le plus. C'était le fait de l'avoir nommée. D'avoir parlé haut, devant les anciens, devant le village, d'une chose que tant d'autres auraient enterrée. Dans un monde où les femmes se taisaient, elle avait osé briser la loi tacite du silence. Les regards changèrent. Ceux qui la félicitaient la semaine précédente l'évitaient désormais. Les voisines n'échangeaient plus de plats. Les enfants ne jouaient plus devant sa porte. Même Fatou, autrefois si proche, se fit distante. « Tu es forte, Lalia, mais moi, je ne peux pas me battre avec toi. Pas avec mes enfants, mon mari. » Lalia hocha la tête sans rancune. Elle comprenait. Le courage isole. L'authenticité dérange. Puis vint la décision du conseil. Un matin, Baba Adama se présenta chez elle, accompagné de deux anciens. Il s'assit sans détour, le regard grave. Le village est agité. Les tensions grandissent. Certains demandent que tu t'éloignes, juste pour un temps. Lalia le fixa, incrédule. Vous me chassez. Non, nous te protégeons, à notre manière. 3 lunes. Chez ta tante Kani, à Lumba. Ce n'est pas un bannissement. Mais cela en avait la forme. Et le goût amer. Le lendemain, elle prépara son sac. Quelques vêtements, son cahier, une natte qu'elle avait tissée pour son trousseau, et le collier de corail qu'elle ne porterait jamais. Amama se présenta, le visage pâle, les mains tremblantes. « Laisse-moi t'accompagner. » Lalia recula, la voix sèche. « Tu ne m'as pas défendu. Tu m'as livré. Reste ici. » Et elle tourna les talons. La route vers Lumba était longue, poussiéreuse. Mais marcher seule, sans chant, sans escorte, n'effrayait pas Lalia. Elle n'était plus cette jeune fille pleine d'illusions. Elle marchait comme une femme qui avait regardé la vérité en face, et avait survécu.
À son arrivée, sa tante Kani l'accueillit avec un large sourire et des bras ouverts. Ici, tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'es ni héroïne, ni pécheresse. Tu es chez toi. Kani vivait seule, à l'écart, dans une maison simple entourée de nattes et de plantes. Une femme libre, que beaucoup jugeaient étrange, mais que Lalia vit immédiatement comme un modèle. Les premiers jours, elle dormit beaucoup. Parfois, elle pleurait sans bruit. Kani ne posait pas de questions. Elle lui donna un métier à tisser, des fibres, du fil. Les mains savent parler quand le cœur n'a plus de mots. Alors Lalia tissa. Des motifs serrés, des lignes brisées, des formes qu'elle ne comprenait pas encore. À travers chaque natte, elle déposait un morceau de sa colère, de sa honte, de sa peine. Peu à peu, elle retrouva le souffle. Elle sortit, échangea quelques mots au marché, aida à préparer les repas communautaires. Les enfants la suivaient, les femmes l'écoutaient. Et un jour, elle s'arrêta, leva les yeux vers le ciel clair et pensa « Je ne suis pas morte. Je suis en train de renaître. » L'exil n'était pas une fin. C'était une mue. Et lorsque le vent lui souffla doucement au creux de l'oreille, elle comprit. Bientôt, elle retournerait à Ngor. Mais ce ne serait plus pour demander une place. Ce serait pour en créer une. À Lumba, le temps s'écoulait autrement. Moins pressé, plus doux. Chaque jour apportait son lot de gestes simples, de silences apaisants, de petits recommencements. Lalia, elle, s'adaptait. Pas à pas, sans précipitation. Sa tante Kani, femme libre et fière, lui laissait l'espace pour guérir. Elle n'imposait rien, ne posait pas de questions. Elle offrait des outils, des fibres, du fil. Et Lalia tissait. Chaque matin, assise sous l'ombre d'un manguier, elle faisait danser ses doigts sur le métier. Au début, ses créations étaient chaotiques, nouées de colère et de douleur. Puis les lignes se firent plus fluides, les couleurs plus lumineuses. Quelque chose en elle se réorganisait. Un jour, Kani s'approcha et effleura une natte tressée de motifs rouges et dorés. « Tu ne pleures plus dans tes mains. Tu chantes. » Lalia sourit, un peu surprise elle-même. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle allait mieux. Que la douleur n'était plus son seul langage. Peu à peu, les femmes du village vinrent découvrir ses créations. Elles la regardaient avec une curiosité respectueuse. Certaines achetèrent ses nattes, d'autres lui demandèrent d'apprendre. Des jeunes filles vinrent s'asseoir à ses côtés, silencieuses, leur peur cachée dans les plis de leurs robes. Et Lalia les accueillit. Elle leur montra comment tresser le fil, mais surtout comment se tenir droite, comment respirer, comment se taire sans se soumettre. Elle avait découvert en elle une force nouvelle, non pas celle qui frappe ou crie, mais celle qui transforme. Puis un matin, Kani s'approcha de sa nièce, un plateau de thé chaud entre les mains. « Il est temps. » Lalia leva les yeux. « Temps de quoi ? De rentrer. Tu es prête. Tu n'as plus à fuir. Tu peux maintenant choisir de revenir. Pas comme avant, mais comme celle que tu es devenue. » Lalia baissa les yeux sur ses mains. Elles n'étaient plus tremblantes. Elles étaient sûres, ancrées. Oui, elle était prête. Elle prépara peu de choses, quelques nattes, son cahier, une robe sobre mais fièrement tissée par elle-même. Elle attacha ses cheveux en une couronne simple, se regarda une dernière fois dans le miroir. Ce qu'elle vit n'était plus une fille blessée, mais une femme debout. Sur le chemin du retour, elle marcha sans crainte. Elle n'attendait plus rien du regard des autres. Elle avançait pour elle. Quand elle entra dans Ngor, les conversations cessèrent. Les regards se posèrent, hésitants. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle salua, avec calme, ceux qui l'observaient. Elle marcha vers la place centrale, déroula une natte, s'assit, et commença à tresser. Elle ne demanda pas la parole. Elle montra. Et bientôt, une petite fille s'approcha. Puis une adolescente. Puis une femme plus âgée. Elles s'assirent à ses côtés, comme autrefois à Lumba. En silence. Le soir même, Baba Adama vint à elle. « Tu es différente. Je suis entière, » répondit-elle. Il hocha la tête. « Ce village aura besoin de toi. Pas pour réparer, pour montrer un autre chemin. » Et Lalia comprit. Sa douleur était devenue parole. Son exil, une leçon. Elle ne serait plus jamais celle que l'on regarde avec pitié. Elle serait celle que l'on écoute. Le soleil se couchait sur Ngor, dorant les feuilles des arbres et les toits de chaume d'une lumière douce. Le village semblait paisible, comme si les douleurs passées s'étaient estompées dans l'air du soir. Mais pour Lalia, ce calme n'était pas silence, c'était le fruit d'un long combat. Depuis son retour, elle n'était plus perçue comme une simple fiancée abandonnée ou une fille insolente. Elle était devenue une figure, une présence, une voix. Chaque matin, elle ouvrait son atelier sous le manguier. Les femmes y venaient pour apprendre à tresser, certes, mais surtout pour parler. Les jeunes filles murmuraient des choses qu'elles n'osaient dire ailleurs. Les veuves confiaient leurs regrets. Les épouses racontaient ce qu'elles portaient en silence depuis des années. Lalia ne jugeait pas, elle écoutait. Puis, parfois, elle répondait, doucement, avec des mots simples mais puissants. Elle avait compris que la parole pouvait guérir autant qu'elle blesse, si elle était offerte sans violence. Un jour, une jeune fille du nom d'Aya, timide et malmenée chez elle, s'assit près d'elle. « Est-ce mal de vouloir fuir ?» demanda-t-elle. Lalia posa sa main sur la sienne.
Ce n'est jamais mal de chercher la paix. Ce qui est mal, c'est de croire qu'on n'en mérite pas. Le cercle des anciens lui proposa un jour de s'exprimer devant tout le village. C'était une cérémonie de réconciliation, quelque chose de rare, presque sacré. Au centre de la place, les bancs furent installés, les habitants se rassemblèrent, les regards tendus, inquiets, curieux. Quand Lalia se leva, le silence se fit. J'ai été trahi, par l'homme que j'aimais, par la femme qui m'a élevée. Mais ce n'est pas cela qui m'a brisé. C'est le silence qu'on m'a imposé ensuite. Ce poids que tant de femmes avant moi ont porté sans rien dire. Elle fit une pause, regarda l'assemblée, et ajouta. J'ai choisi de parler, pas pour me venger, mais pour me libérer. Et aujourd'hui, je parle encore, non plus pour moi, mais pour celles qui n'ont jamais eu le droit d'ouvrir la bouche. Les regards changèrent. Certains pleuraient, d'autres détournaient les yeux, mais tous écoutaient. Ce soir-là, Amama vint s'asseoir à ses côtés. Elle avait vieilli, son regard était plus doux, comme si elle avait fini de lutter contre elle-même. Je n'ai jamais su aimer correctement, dit-elle à voix basse. Mais je suis fière de la femme que tu es devenue. Lalia répondit sans amertume, peut-être que je suis devenue cette femme malgré toi. Peut-être aussi grâce à toi. Elles restèrent là, côte à côte, sans effacer le passé, mais sans le laisser définir leur avenir. Un mois plus tard, une nouvelle natte fut accrochée au mur du cercle des anciens. Un chef-d'œuvre de tissage, aux couleurs vives et aux motifs complexes. Elle portait un nom, la voix de Lalia. À travers ses fils, on pouvait lire l'histoire d'une jeune femme blessée, rejetée, exilée, puis reconstruite. Une femme qui n'avait pas demandé la permission d'exister, qui avait fait de sa douleur un feu sacré, non pour brûler, mais pour éclairer. Et dans les années qui suivirent, quand une fille de Ngor hésitait à parler, on lui murmurait doucement. Rappelle-toi Lalia, elle a parlé, et elle n'en est pas morte. Elle en est née. Et toi, combien de temps encore vas-tu te taire? Si l'histoire de Lalia a éveillé quelque chose en toi, sache ceci, ta voix est précieuse. Ta douleur mérite d'être entendue. Tu n'as pas à tout porter seul, ni à endurer en silence pour protéger les apparences. Comme Lalia, tu peux choisir de te relever, de parler, de refuser l'injustice, même quand elle vient de ceux que tu aimes. Alors partage cette histoire, laisse-la voyager, offre-la à celles qui, comme toi, cherchent encore la force d'oser. Crée un espace, un cercle, une lumière, parce qu'une femme qui ose dire la vérité ne se brise pas. Elle naît, et avec elle, toutes les autres.